Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la fin du XIXe siècle, Prague est la capitale de la Bohème au sein de l'Empire austro-hongrois. Et nous sommes en 1890 dans le quartier juif de Prague. Ce quartier où le petit Franz Kafka a déjà 6 ans. Il est en train d'aller à l'école, traîné, si je puis dire, par un domestique. Chaque matin, dit-il, c'était la même scène. En sortant de la maison, la cuisinière disait qu'elle raconterait au maître combien j'étais affreux chez nous. L'école en elle-même était déjà pour moi un objet de terreur, et voilà que la cuisinière voulait encore aggraver cela. Je commençais à supplier, elle secouait la tête, je demandais pardon, elle m'entraînait, je ne cessais de me demander, le dira-t-elle, ne le dira-t-elle pas? Non, elle ne le disait pas jamais, mais elle pouvait toujours le dire. Voilà, on est d'emblée dans l'atmosphère de culpabilité, cet enfant qui a peur d'être puni. À la maison, il est soumis à la menace d'un père imposant, un homme autoritaire, on peut même dire tyrannique, une sorte de tyran domestique, vous savez, si l'on en croit Kafka. Cet homme avait sans relâche travaillé à faire prospérer son commerce de nouveautés. D'ailleurs, il va ouvrir un 2e magasin, puis un 3e. Alors, la mère est plus évanescente, plus intellectuelle, elle est plus soumise aussi. Sans le savoir, elle jouait le rôle du rabatteur à la chasse, écrira Franz, qui décidément se sent un peu, se compare à une proie. Il a déjà perdu 2 petits frères, il faut vous le dire, en bas âge, emporté l'un par la rubéole, l'autre par une otite. Il aura bien 3 sœurs, mais trop jeunes pour lui tenir compagnie. Et comme ses parents travaillent tout le temps, eh bien Franz est confié à des bonnes. Il se retrouve, disons-le, un peu esseulé. C'est un garçon studieux. Un garçon studieux qui dispose d'un esprit peu commun, de grandes capacités. Il va entrer un peu plus tard au lycée impérial allemand, où il lira énormément. C'est dans la littérature qu'il s'épanouira, à travers Goethe notamment. Il en vient presque naturellement à écrire ses premières histoires et il les écrit en allemand. Activité mal comprise par la famille de son père. Kafka nous raconte encore cette scène. Il est dans le salon des grands-parents en train d'écrire quand son oncle s'approche de lui. Il finit par prendre la feuille que je tenais plus que mollement, y jeta un bref regard et me la rendit sans même rire, en disant simplement aux autres qu'il suivait des yeux « Le fatras habituel ». À moi, il ne dit rien. Je restais assis, certes, et continuais à me pencher comme avant sur ma feuille, désormais inutilisable, mais en fait, j'étais chassé de la société d'un seul coup. J'acquis, au sein même du sentiment familial, un aperçu des froids espaces de notre monde qu'il me faudrait réchauffer à l'aide d'un feu que je voulais chercher d'abord. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors cette solitude un peu angoissante, disons-le, elle va être rompue grâce à un ami de lycée qui s'appelle Oskar Polak. Franz confiera à Oskar « Tu étais entre beaucoup d'autres choses également pour moi un peu comme une fenêtre par laquelle je pouvais regarder la rue. » Et aussi il lui dit « Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi je dois. » Oskar va devenir évidemment le premier lecteur des textes de Franz, par exemple L'enfant et la ville, ou encore un récit où apparaît un personnage opprimé par son entourage et par son environnement qui s'appelle Description d'un combat. Ce personnage opprimé, il sera d'une certaine manière le fil rouge de toute l'œuvre de Kafka, bien sûr. Quand Oskar quitte Prague pour s'en aller travailler, Kafka va se rapprocher d'un autre ami, le poète Max Brod. Ils ont 20 ans l'un et l'autre. Ils fréquentent ces cafés dont Prague a le secret. Ils rencontrent des artistes, des militants socialistes. On est quand même dans cette Prague de la belle époque, en pleine effervescence culturelle. Quel bouillonnement extraordinaire. Et Brod encourage Kafka à écrire, à envoyer ses textes à des revues. Et d'ailleurs, les revues publient ses poèmes en prose, ils publient ses petites nouvelles. Enfin bref, c'est le début d'une forme de notoriété littéraire pour ce jeune homme qui devient un écrivain et rien d'autre, comme Baudelaire ou Flaubert. Alors,
En vérité, non, parce que Kafka a d'autres occupations. Il va poursuivre ses études de droit. Il faut vous dire qu'il y a son père qui est derrière et qui le pousse. Il décroche un diplôme. Il refuse néanmoins de reprendre le commerce paternel et devient juriste à l'Office d'assurance des accidents du travail. Vous voyez comme ça peut être enthousiasmant pour un esprit comme le sien. Kafka a 25 ans. Le voilà donc petit fonctionnaire. Tout compte fait, son métier finit par l'intéresser puisque sur le terrain, il rencontre des gens, il rencontre des patrons, des ouvriers, il se bat pour faire indemniser les victimes d'accidents du travail, pour prévenir un certain nombre de risques. Donc il faudrait pas croire qu'il se désintéresse de tout ça. Et puis surtout, ce travail-là lui offre du temps libre. Après ses 6 heures du travail, il fait la sieste, ou un petit peu d'équitation, ou de tennis, d'aviron aussi. Il faut vous dire que Kafka est un sportif, un grand sportif. Il est aussi assez sociable. Le soir, on le voit sortir avec ses amis. Et la nuit, quand tout est silencieux, dans l'appartement de ses parents, il se met à sa table et il écrit. Il écrit son journal, notamment, dans lequel il note ses rêves, mais aussi les personnes qu'il a croisées, les scènes qu'il a vécues. Il utilise cette espèce de matériau de la vie quotidienne pour nourrir des récits qui n'ont rien de quotidien. « Je suis spectateur à mi-distance de la vie », écrira-t-il. Il est à la recherche d'un style peut-être. Il va s'inspirer de Flaubert pour la discipline. Il va s'inspirer pour l'ironie davantage de Dickens et disons-le, c'est dans l'univers de Dostoïevski que va s'épanouir sa folie contenue. Kafka est un homme exigeant au point de jeter au feu les 200 premières pages d'un roman qu'il venait de commencer d'écrire. Il veut toujours aller plus haut, être meilleur, être l'homme de l'économie, de moyens. C'est son ami Max Brod qui va le tirer des affres de la création puisque en juin 1912, il présente Kafka à un éditeur qui va lui commander 10 nouvelles. Là, Kafka va devoir piocher dans tout ce qu'il a déjà écrit. Il finit par livrer les textes et un premier ouvrage paraît qui s'appelle « Regard », bon titre pour cet observateur né qu'est Kafka. Observateur, mais pour autant pas observateur réaliste, au contraire. Ces récits sont un peu comme des songes, et quand je dis des songes, ce sont souvent des cauchemars. Le monde prodigieux que j'ai dans la tête. Comment me libérer et le libérer sans me déchirer, et plutôt 1000 fois être déchiré que le retenir en moi ou l'enterrer. Je suis ici pour cela, je m'en rends parfaitement compte. Vous écoutez Radio Classique. Kafka, vous l'aurez compris, n'est pas l'homme de la rupture. C'est vrai que d'un côté, il se donne complètement à la littérature, mais en même temps, il continue à se conformer aux normes, aux usages de son milieu, et notamment, il entreprend de se marier. Il a noté, le Talmud lui-même dit « Un homme sans femme n'est pas une créature humaine ». Eh bien, il va falloir l'aider un peu. Et c'est Max Brod qui, une fois de plus, va jouer les intermédiaires et lui présenter une jeune femme qui s'appelle Felice Bauer. Kafka la décrit, visage osseux et insignifiant, cheveux raides et sans charme, menton fort. En fait, quand on voit les photos de Felice, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus jolie que ça. Seulement, c'est comme ça, Kafka n'est pas attiré. Saul Friedlander, dans Kafka, poète de la honte, c'est un ouvrage paru au Seuil en 2014. Saul Friedlander nous montre comment Kafka vivait le rapport physique aux femmes comme une menace. Il préférait les voir de loin, si je puis dire. Justement, Felice Bauer vit à Berlin. Ça tombe bien, puisque Kafka est à Prague et que tous deux se contentent d'une relation épistolaire, un modus vivendi qui rassure Kafka et qui sans doute le délivre de ses inquiétudes. En même temps, ça libère sa créativité. Et nous voici au soir du 22 septembre 1912. Franz s'assied à son bureau et pendant toute la nuit, il va écrire ma terrible fatigue et ma joie. Comment l'histoire se déroulait sous mes yeux, j'avançais en fendant les eaux, dit-il. Et au matin, il a achevé le roman qui s'appelle Le Verdict. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Georg, qui veut se fiancer lui aussi, mais n'ose pas l'avouer à son père, et quand le père l'apprend, il condamne Georg. Tu étais au fond un enfant innocent, mais encore plus au fond un être diabolique, et par conséquent, écoute-moi bien, je te condamne en cet instant à périr noyé. Et le fils obéit, et le fils se suicide. On peut lire dans ce conte tragique le souvenir de la mort du petit frère de Franz, qui s'appelait justement Georges. On peut retrouver l'image du père tyrannique, mais
plus important, nous dit Florence Banco dans son Franz Kafka, qui date de 2006, c'est qu'au cours de cette nuit de 1912, Kafka naît à lui-même comme écrivain. Oui, là, on peut dire que c'est véritablement la chenille qui devient papillon. À compter de cette date, de cette nuit de septembre 12, il va se mettre à écrire quasiment toutes les nuits. Et il commence tout de suite un autre roman, Le Disparu, qui ne sera publié qu'après sa mort sous le titre L'Amérique. Roman extraordinaire d'initiation dans lequel le héros, qui a 16 ans, il s'appelle Karl, que ses pauvres parents envoyaient en exil parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père. Comment ce Karl arrive en paquebot à New York et immédiatement toute une série de contretemps l'empêche de descendre du bateau, et quand il parvient enfin à débarquer, c'est pour aller de déconvenu en déconvenu. Il se retrouve sous la coupe d'une prostituée tyrannique, il est chassé par son oncle. Kafka ne terminera jamais ce roman, mais les notes de son journal peuvent nous laisser imaginer la fin tragique qu'il réservait à son jeune héros, finalement puni de mort d'une main légère et plutôt mise à l'écart. Là encore, les interprétations sont légion. Pour certains, Karl, c'est l'honnête homme victime de sa naïveté. Pour d'autres, c'est le juif réprouvé. N'oubliez pas l'antisémitisme tellement fort dans une époque où il se répand dans toute l'Europe. Ou encore, peut-être que Karl, c'est tout simplement l'écrivain dominé par la littérature. Et si c'était un peu tout ça à la fois ? Kafka ne s'arrête plus. Il se lance quasiment dans la foulée. Il se lance dans l'écriture de la métamorphose, extraordinaire récit dont voici les premières lignes. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace et, en relevant un peu la tête, il vit bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. Le personnage de ce roman, donc Grégor Samsa, vous l'avez compris, s'est transformé en cancrelat. Il est rejeté par sa famille, condamné à rester cloîtré dans sa chambre jusqu'au verdict de sa sœur. « Mes chers parents, il faut nous débarrasser de ça », dit-elle. Et le fils, devenu insecte, va une fois encore être tué. Vous voyez que c'est presque toujours le même scénario, comme une sorte d'obsession qui revient et revient sans cesse. La métamorphose, premier roman publié de Franz Kafka, premier roman publié de son vivant. Ce sera le seul d'ailleurs, date de 1913. Alors, je vous l'ai dit, la vie amoureuse de Franz est un peu erratique. Il va rompre avec Félix, il se réconcilie avec elle ensuite, et puis il se fiance et rompt les fiançailles, puis se refiance de nouveau pour rompre une dernière fois. Disons les choses, c'est comme s'il avait peur de se marier. La valse hésitation va durer 5 ans et après une rupture, il confie à son ami Max Brod « Je suis heureux dans mon malheur ». En fait, il préfère flirter dans les établissements thermaux. On sait qu'il fréquente aussi volontiers les maisons closes. Et pendant ce temps, c'est la guerre qui éclate et qui le laisse un peu absent, froid. Il méprise les défilés patriotiques. Le 2 août 14, il écrit dans son journal « L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi, piscine ». Ça fait penser un peu au journal de Louis XVI, vous savez. De toute façon, Kafka n'est pas mobilisé. Son travail à l'Office d'assurance des accidents du travail est considéré comme indispensable, donc ça lui épargne de partir pour le front. Et le voilà qui retourne donc à son véritable combat. À son combat personnel, à ses obsessions et à l'inspiration qui les transcende. Il écrit les premiers chapitres du Procès dans un style de plus en plus épuré. Cette fois, le héros s'appelle Joseph K., est interpellé pour un crime qu'il ne connaît pas. Je vous rappelle les premières lignes peut-être de ce roman. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K. car il fut arrêté un matin sans avoir rien fait de mal. Cette fois-là, la cuisinière, Madame Groubard, sa logeuse, qui lui apportait son petit déjeuner tous les jours vers 8 heures, ne se présenta pas. Ce n'était encore jamais arrivé. K patienta quelques instants, aperçut de son oreiller la vieille femme habitant en face, qui l'observait avec une curiosité tout à fait inhabituelle, puis, à la fois troublé et affamé, il sonna. Aussitôt, on frappa à sa porte et un homme entra, qu'il n'avait encore jamais vu dans cet appartement. Quoique mince, il était bien bâti et portait un habit noir saillant, pourvu à la façon des costumes de voyage d'une série de plis, de poches, de boucles, de boutons et d'une ceinture qui le firent paraître particulièrement pratique, même si leur utilité restait incertaine. «
Qui êtes-vous demanda K, qui s'était immédiatement redressé sur son lit. Or, comme s'il fallait accepter sa présence, l'homme ne releva pas la question et remarqua simplement de son côté « Vous avez sonné ?» On entre dans une sorte d'absurdité qui a l'air en même temps d'une très grande précision, et tout au long du récit, on voit ce Joseph K. qui tâtonne, essaie de comprendre la faute qu'il a pu commettre, les chefs d'accusation, et même d'identifier le tribunal qui va devoir le juger, tribunal qui pourrait être celui de sa conscience finalement. D'ailleurs, un prêtre dit au héros « Le tribunal ne te demande rien, il t'accueille quand tu viens et te laisse partir quand tu t'en vas ». Mais le verdict s'impose quand même à Joseph, qui va être exécuté. Franz raconte qu'il riait à gorge déployée en lisant les pages du procès à Max Brod. Est-ce que c'est un roman d'humour noir ou la prémonition d'une menace totalitaire ou simplement l'expression d'une culpabilité intime? En tout cas, le livre s'achève sur cette phrase bien énigmatique. C'était comme si la honte devait lui survivre. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un chef-d'œuvre que vient d'écrire Franz Kafka. Il n'en publiera qu'un extrait. Il trouve que c'est pas assez abouti. Il va aussi écrire La colonie pénitentiaire. Vous savez, cette histoire d'oppression qui ne sera publiée qu'après-guerre. Et puis des nouvelles. C'est une période très féconde, très fructueuse. Mais dans la nuit du 9 au 10 août 1917, le voilà pris d'une quinte de toux. Il se met à cracher du sang et on va bientôt lui diagnostiquer la tuberculose. Il n'a que 34 ans. Il va prendre un long congé pour dormir, bien manger, aller dans des sanatoriums. Il rencontre là une jeune femme joyeuse, Julie, avec elle il se met à rire, un peu de gaieté, de complicité dans cette vie qui en manquait tellement. Il la demande en mariage, elle accepte. Seulement le père de Franz refuse cette mésalliance avec la première femme venue. Julie n'est que secrétaire. Franz est accablé et il prend la plume et d'une traite, il va écrire. Alors là, il n'y a même pas une rature, il va écrire cette lettre au père. « Très cher père, tu m'as récemment demandé pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai su que répondre, mais c'est un vrai réquisitoire en fait. Dans mes livres, il s'agissait de toi. Je ne faisais que m'y plaindre de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine. » On a peut-être là la clé d'une grande partie des écrits de Franz Kafka. Il va rencontrer plus tard Milena Jesenka. Il voulait provoquer son père. Et bien là, il y arrive. Milena n'est pas une intellectuelle, ou plutôt si, c'est une intellectuelle, mais qui est très très engagée. Elle est anarchiste. Elle est déjà mariée, vous imaginez. Bref, Kafka va laisser la relation se déliter. Et pendant ce temps-là, il est de plus en plus malade. Et en janvier 22, au cours d'un séjour avec son médecin en Silésie, dans un paysage couvert de neige, il va écrire son dernier roman, Le Château, avec ce héros qui ne s'appelle plus Karl comme dans l'Amérique ou Joseph comme dans le procès, mais K tout court. Il était tard lorsque K arriva. Une neige épaisse couvrait le village. La colline était cachée par la brume et par la nuit. Nul rayon de lumière n'indiquait le grand château. K resta longtemps sur le pont de bois qui menait de la grande route au village, les yeux levés vers ces hauteurs qui semblaient vides. Et K prétend être un arpenteur qui vient prendre son poste au château. Vous savez qu'il n'y parviendra jamais. Le château, c'est le siège de cette espèce d'autorité contre laquelle Kafka aura toute sa vie ferraillé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, il a quitté quand même le domicile familial et vit à Berlin, où il va passer ses derniers mois en compagnie d'une nouvelle jeune femme au joli nom Dora Diamant. Mais il est maintenant atteint à la gorge, il ne parvient quasiment plus à s'alimenter. On va l'emmener près de Vienne au sanatorium de Kirling, où il mourra le 3 juin 1924 à l'âge de 40 ans. Dora est là à ses côtés, ainsi que Robert Klopstock également, son ami Robert Klopstock. 3 ans plus tôt, il avait envoyé à Max Brod une lettre testament. « Voici, mon bien cher Max, ma dernière prière. Tout ce que je laisse de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, doit être brûlé, sans restriction et sans être lu. » Ah ben Max Brod ne va pas du tout respecter ses dernières volontés, il ne brûle rien, au contraire il va tout publier, à commencer par les 3 grands romans, Le Procès, Le Château, L'Amérique, en 1925, 26 et 27. Brod sauvera tous les manuscrits de la destruction nazie, 3400 pages en tout, alors que Kafka en avait seulement publié 350. Voilà peut-être le dernier des mystères d'une œuvre qui en est littéralement tissée, une œuvre que personne jamais ne parviendra à épuiser dans son sens tellement complexe, tellement
polysémique, comme disent les spécialistes. Nous pourrions dire, nous, qu'elle est tout simplement une œuvre de rêve, de songe et peut-être aussi de cauchemar. Vous écoutez Radio Classique.